Alors bonjour, bon après-midi, Karine Vanton, professeure à l'Université d'Ottawa et invitée cette année à l'École urbaine de Lyon et au Collégium de Lyon. Alors il y a un peu plus d'un mois, je vous ai commencé un premier cours sur la décolonisation des savoirs universitaires à l'heure de l'Anthropocène. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre sur cette lancée avec d'abord réviser, mais très brièvement parce que c'est juste pour dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde, le dernier cours. Ensuite, discuter d'un enjeu important dans le sujet, étant donné la surreprésentation des personnes blanches dans le milieu universitaire. Donc, quel est le rôle des personnes blanches dans ce processus? Et aussi parler de la problématique de la fraude ethnique dans le contexte canadien plus particulièrement, mais qui s'applique tout autant aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et ce faisant, je vous ai parlé beaucoup au dernier cours du processus de décolonisation des universités, comment on en est arrivé à la décolonisation des universités au Canada. Et je vais en profiter aujourd'hui pour vous présenter un autre exemple, le mouvement Rhodes Must Fall, qui avait commencé en Afrique du Sud et qui s'est réparti ensuite, qui a fait feu, ça a pris le feu. Et ça s'est réparti à Oxford et aussi dans la Ivy League aux États-Unis. Alors, une petite révision, parce que c'est un cours après tout. Donc, d'abord, les origines historiques du mouvement, je vous en avais parlé. Donc, pour la décolonisation de l'éducation au Canada, je vous ai donné quelques références aussi en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, je vous ai expliqué qu'il y avait différents ordres de justification pour pousser pour la décolonisation de l'éducation. Donc, des justifications d'ordre pédagogique, donc des motifs autour de la réussite scolaire de l'enfant, des motifs d'ordre patrimoniaux, donc cette idée que c'est important de sauvegarder les langues autochtones, parce qu'en sauvegardant les langues autochtones, on s'assure aussi de protéger la biodiversité. Et finalement, cette idée politique, qui est celle qui m'est personnellement la plus familière, c'est cette idée de la nécessité de réparer les torts et les préjudices de la colonisation au nom de la justice sociale. Et c'est vraiment plus sur cet enjeu aujourd'hui que va porter ma présentation, le cours d'aujourd'hui. Ensuite, on a regardé rapidement qu'est-ce que ça signifiait l'éducation, décoloniser l'éducation d'un point de vue autochtone. Donc, cette idée que c'est important de redonner le contrôle de l'éducation aux Autochtones eux-mêmes, l'importance de redonner une place centrale aux langues autochtones, donc de les réintroduire dans les écoles et aussi, vous allez voir, à l'université. Et ce faisant, l'idée, c'est de remettre fondamentalement en cause la dominance des savoirs et des langues européennes dans le milieu de l'éducation, non seulement en Europe, mais dans les anciennes colonies de l'Europe ou, je dirais, les colonies encore existantes, comme au Canada, où j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais les Autochtones se considèrent encore comme étant dans un état colonial. Alors, la question épineuse que nous allons explorer aujourd'hui est qui a l'autorité, voire la légitimité, pour porter le projet de la décolonisation des savoirs universitaires, c'est-à-dire pour à la fois remettre en cause la normalisation et la valorisation des langues et savoirs européens au détriment des autres dans les salles de classe. Peut-on contribuer à la décolonisation de son université en tant que professeur blanche ou blanc? Quelqu'un s'auto-identifiant comme autochtone, c'est l'autre question que je vais aborder plus tard dans le cours. Dans le contexte canadien, par exemple, est-il nécessairement mieux placé pour porter ce projet? Alors, d'abord pour la première question. Donc, quelle est la place des professeurs blancs? Je sens que ça va faire beaucoup de bruit, donc je vais l'enlever. Quelle est la place des professeurs blancs dans un projet de décolonisation des universités? Cette idée, elle part de cette question, en fait, elle part d'une méfiance, d'un scepticisme ressenti par moi, entre autres, mais mes autres collègues blancs, chez les anciens colonisés ou esclaves, donc les Autochtones ou les Noirs, à l'égard de l'enthousiasme de plus en plus généralisé à l'heure actuelle pour la décolonisation de nos campus.
La spécialiste en éducation Ungachak Eftuk et son collègue Wayne Young affirment par exemple qu'une adoption trop facile du discours sur la décolonisation par les universitaires blancs et blanches peut donner l'effet que comme si ça servait que à se racheter finalement, qu'à soulager parce que je vais m'identifier bien sûr, je suis blanche, notre culpabilité et ainsi assurer notre avenir, soit le maintien de notre légitimité dans le monde universitaire au lieu de véritablement contribuer de manière significative aux luttes décoloniales. C'est pourquoi un nombre croissant d'universitaires blancs et blanches investis dans la décolonisation de leurs universités ont commencé de leur côté à réfléchir aux questions suivantes. Les Blancs peuvent-ils jouer un véritable rôle dans la décolonisation des programmes universitaires? Si oui, leur rôle est-il différent de celui des professeurs noirs ou autochtones? Des problèmes particuliers se posent-ils lorsque les Blancs tentent de s'engager dans la décolonisation des programmes d'études de leurs universités? Alors, le premier enjeu à explorer quand on commence à creuser le sujet, c'est cette idée de l'importance des corps dans les interactions sociales. On a rarement conscience, en tant que professeur blanc ou blanche, que nos programmes universitaires sont enseignés à nos étudiants par des êtres humains incarnés de manière particulière, c'est-à-dire qui ont un corps, des identités, des histoires spécifiques. Nous ne pensons généralement pas à l'impact de la couleur de notre peau, de notre accent. Moi, j'en suis très, très consciente aujourd'hui, mais ça, c'est parce que justement, je suis pas dans mon milieu habituel, de notre gestuelle lorsqu'on enseigne. La spécialiste en études féministes Bell Hooks soutient à ce sujet que les universitaires sont si bien formés au dualisme métaphysique occidental qu'ils ont accepté l'idée que leurs esprits soient séparés de leur corps et que ce soit donc leurs esprits et non leur corps qui entrent dans une salle de classe. Depuis cette perspective, un enseignant ou une enseignante blanche ou blanc devant sa classe va être perçu par lui-même comme un esprit désincarné interagissant avec d'autres esprits. Or, cela est complètement faux, soutient Bell Hooks. Chacun de nous est incarné d'une manière particulière et le corps dans lequel nous vivons va affecter la manière dont les autres, en l'occurrence nos étudiants et nos étudiantes, vont interpréter ce que nous allons leur communiquer. Alors, comme l'explique Sally Matthews, une professeure en études africaines en Afrique du Sud, et là je vais la citer, « Lorsque je me tiens devant une classe, j'y suis incarnée en tant que femme blanche. Dans mon contexte, celui d'une université dont la population étudiante est aujourd'hui majoritairement noire, alors qu'elle était auparavant exclusivement blanche, ma présence peut rappeler aux étudiants noirs l'histoire de leur exclusion de ce lieu d'apprentissage. Ou elle peut leur rappeler les expériences négatives qu'ils ont vécues dans des classes précédentes où l'instructeur ou l'instructrice était blanc ou blanche. Indépendamment de ce que je leur dirai, le fait même que ce soit moi, une femme blanche, qui ait l'autorité de me tenir devant la classe et de décider de ce qui sera au programme, rappelle la longue histoire de la domination blanche dans les espaces éducatifs en Afrique du Sud, ainsi que le fait que ce sont les personnes blanches qui sont encore le plus largement surreprésentées en contexte universitaire. Alors, pour vous donner un peu une idée des statistiques à ce sujet, donc au Canada, il faut savoir que jusqu'en 85, toute personne qui complétait des études postsecondaires, c'est-à-dire un diplôme universitaire, perdait automatiquement son statut d'Indien. Et ça, je vous ai expliqué au dernier cours, ça voulait dire quoi un statut d'Indien. Et si après, vous voulez savoir, vous étiez pas là, vous voulez savoir, je vais vous l'expliquer. Or, bon, ça a été abrogé en 85, mais en 2012, moins de 1,5 des professeurs au Canada étaient autochtones, alors que les autochtones représentent environ 5 % de la population canadienne. Et pour ce qui est du taux de diplomation chez les autochtones, il s'élevait seulement à 10 % chez les autochtones âgés de 25 à 64 ans, comparé à 27 % pour le reste de la population canadienne. Dans le cas de l'Afrique du Sud, vous imaginez, il n'y avait pas d'étudiants noirs dans les universités blanches. En 2012, les professeurs blancs continuaient de représenter 53 % des effectifs en Afrique du Sud, alors que les blancs ne représentent que 8 % de la population. La même année, sur les 60 étudiants noirs qui passaient de la première à la deuxième année de fac, seuls 15 % sortaient de l'université avec un diplôme. Bien sûr,
Aucune identité n'est fixe. Nos identités sont muables, instables et changent selon les contextes où on est identifié comme un tel ou une telle. Néanmoins, reconnaître ce fait ne devrait pas nous mener à minimiser l'impact que pourrait avoir la manière dont nos étudiants nous identifient par rapport à leur expérience en salle de classe. Or, s'il existe une littérature importante sur l'expérience des professeurs noirs qui enseignent dans une salle d'étudiants blancs, très peu d'écrits existent en ce qui concerne l'impact de l'identité raciale blanche sur l'expérience professorale ou étudiante des Blancs. Or, le remarque Sally Matthews, ce manque d'études reflète en soi le problème, que soulèvent ceux qui en appellent à la décolonisation des universités. Donc, c'est cette idée qu'il y a comme quelque chose, et là, je vous montre une scène de film dont, soudainement, je ne me rappelle pas le titre, mais ça sera un quiz pour après le cours. Mais c'est donc le problème, c'est qu'il y a quelque chose de si apparemment naturel dans le fait que les personnes blanches soient positionnées en tant que chercheurs, Freedom Writers, voilà, soient positionnées en tant que chercheurs et enseignants ou enseignantes à l'université, qu'il semble inutile de commenter sur ce que ça signifie enseigner en tant que personne blanche dans une salle de classe où il y a majoritairement des Noirs, dans le cas de Sally Matthews. Alors que les professeurs d'université noires trouvent souvent l'expérience si inconfortable et difficile qu'ils sont poussés à écrire sur le sujet, les personnes blanches semblent moins souvent ressentir de la gêne lorsqu'elles sont positionnées en tant qu'enseignantes ou enseignantes, et ce, quelle que soit l'identité raciale de leurs étudiants ou leurs étudiantes, et sont donc rarement inspirées d'écrire sur le sujet. Sally Matthews remarque d'ailleurs que c'est seulement lorsque sa propre légitimité comme enseignante a été remise en question par une étudiante noire qu'elle a été poussée à réfléchir davantage à ses privilèges en tant que professeure blanche et sa contribution réelle au projet de décolonisation de son université dans lequel elle s'était lancée en 2016. Alors, qu'est-ce qui se passait en 2016 en Afrique du Sud? Je vous l'ai annoncé au début. C'était Rhodes Must Fall. En fait, ça avait commencé en 2015. Donc, Rhodes Must Fall, Rhodes doit tomber, c'était donc un mouvement étudiant de grande ampleur qui était en train de revendiquer la décolonisation des campus sud-africains. Ce mouvement avait débuté à l'initiative d'un petit groupe d'étudiants au pied de la statue de Cecil Rhodes sur le campus de l'Université sud-africaine du Cap. Cecil Rhodes, pour ceux qui ne le connaissaient pas, avait fait fortune dans le diamant en Afrique du Sud et fondé la multinationale minière de Beers. Pour faire prospérer ses intérêts économiques autant que sa vision agressive de l'expansion britannique, il était par ailleurs devenu parlementaire en Afrique du Sud. Son influence fut décisive dans la création de lois telles que la Glenn Gray Act, qui visait à rendre le droit foncier pour les Africains, à réduire, le droit foncier pour les Africains et à leur imposer des taxes qui les forceraient à entrer sur le marché du travail. À sa mort, il était l'un des hommes les plus riches du monde. Début avril 2015, la direction de l'Université du Cap acceptait de retirer la statue. Une première victoire. Un an après, toutefois, ce n'est pas seulement au Cap, mais dans plusieurs établissements d'Afrique du Sud, mais aussi à Oxford, en Grande-Bretagne, jusque dans les rangs de l'Ivy League aux États-Unis, comme à Harvard ou à Princeton, que l'anniversaire du mouvement Rhodes Must Fall fut célébré, entraînant dès lors dans sa suite des revendications de déboulonnage de statues, parce que ça c'était une des principales revendications au début, mais déboulonnage donc réel puis symbolique, entraînant tous ces campus-là dans ces discussions sur la nécessité donc de décoloniser l'université, à la fois dans l'espace physique, donc cette focale sur les statues, mais plus largement aussi sur les frais étudiants, l'accès des étudiants noirs aux études pour ce qui est de l'Afrique du Sud, mais aussi aux États-Unis, et aussi la question de, bien sûr, la décolonisation des curriculums universitaires. Et donc, il y a le mouvement aussi Why My Curriculum is White qui a pris la suite de ce mouvement-là. Selon la journaliste française Isabelle Maillot, derrière le mouvement Rhodes Must Fall était en jeu une ferme substitution de la parole et une posture de reconquête. Elle y voit l'influence du courant de la décolonialité. Le courant de la décolonialité est apparu
vous le savez sans doute, parce que je sais que ça, c'est assez connu en France, dans les années 90 en Amérique latine. Héritier des écrits de Frantz Fanon, il est une pensée frontalière qui invite à la déprise. Comme l'explique un des fondateurs de ce courant, le professeur de littérature argentin Walter Mignolo, et je le cite, « On se déprend une fois qu'on a réalisé que son infériorité n'est autre qu'une fiction créée pour dominer et qu'on ne désire ni s'assimiler ni accepter avec résignation la malchance d'être né égal à tous les êtres humains, mais d'avoir rapidement perdu cette égalité du fait de son lieu de naissance. Se déprendre signifie refuser les options disponibles. » Fin de la citation. Donc, pour en revenir à l'histoire de Sally Matthews, c'est donc en plein contexte d'effervescence décoloniale qu'elle s'est fait remettre en question par une étudiante noire, comme probablement plein d'autres des professeurs blancs à cette époque, en Afrique du Sud, qui s'étaient mobilisés aux côtés de leurs étudiants pour réclamer le déboulonnage de la statue et ensuite s'investir dans la décolonisation de leur programme d'enseignement. Comme Matthews l'explique, et je la cite à nouveau, « En réponse à ces protestations, mon département avait invité nos étudiants et étudiantes de troisième cycle à nous donner des conseils concernant la façon dont nous pourrions procéder pour décoloniser notre programme d'études. Les étudiants et étudiantes accueillirent favorablement cette opportunité et nous eûmes une discussion solide, mais surtout cordiale. Alors que la discussion touchait à sa fin, une étudiante assise à côté de moi, qui avait suivi un cours d'études africaines avec moi l'année précédente, se tourna vers moi et me dit, avec une certaine colère, que je ne devrais pas enseigner le cours d'études africaines. Elle me dit, et elle la cite, « J'ai besoin d'un corps noir en face de moi. » Fin de la citation. Et désigna l'une de mes collègues noires en disant quelque chose comme, et elle la cite, « Pourquoi n'enseigne-t-elle pas le cours plutôt que vous? » Fin de la citation. Je fus assez secouée par ces commentaires et par la colère visible qui les sous-tendait, et je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai marmonné en réponse. Probablement quelque chose de plutôt défensif. Ce n'était pas la première fois ni la dernière qu'un étudiant disait ou laissait entendre que ma blancheur faisait de moi une enseignante inadéquate aujourd'hui, et en particulier une enseignante inadéquate pour un cours axé sur l'Afrique, mais je ne sais pas encore exactement comment réagir. Fin de la citation. Alors, je vous ai partagé cette citation, pas pour mettre nécessairement en scène Sally Matthews, mais en fait parce qu'elle m'a beaucoup parlé, parce que j'ai moi-même vécu ce genre de remise en question en tant qu'enseignante blanche d'un cours d'anthropologie portant sur les thématiques autochtones au Canada. Et là, je vais vous raconter un épisode, mais sachez que comme Sally Matthews, j'en ai vécu plusieurs. Et moi, j'ai été en fait, la première fois que j'ai été remise en question, c'est alors que le Canada était en ce moment en train de connaître un mouvement sans précédent pour l'époque, qui était le mouvement Idle No More, qui a donc été lancé en plein moment où le Canada était en commission Vérité-Réconciliation et que le gouvernement de l'époque était un peu en train de minimiser l'impact des travaux de la commission, de les ignorer, il se présentait à aucun événement nationaux. Donc, les Autochtones se sont fâchés et donc ont commencé à réclamer, à relancer le débat sur qu'est-ce que ça veut dire se réconcilier, qu'est-ce que ça exige, qu'est-ce que ça exigerait comme mesure d'être prise pour une véritable réconciliation entre Autochtones et Allochtones au Canada. Donc, on est en plein mouvement Idle No More, juste à quelques mètres de mon université, parce que mon université se situe dans la capitale du Canada, à quelques mètres du Parlement. Là, vous voyez la photo. Et donc, à la sortie de la 3e séance d'un cours que je ferais qui s'intitulait « Peuple autochtone et anthropologie », où j'avais abordé l'histoire des premiers contacts entre autochtones et colons européens au Canada, une étudiante autochtone m'apostropha. Par souci de participer à la décolonisation des représentations des Autochtones, j'avais insisté durant la séance sur leur agentivité et leur résilience au moment des premiers contacts avec les colons européens, au lieu de mettre l'accent sur leur victimisation totale sur les colons. Pour ce faire, je m'étais appuyée sur l'analyse de l'historien canadien James Miller, selon lequel la relation entre colons et autochtones durant ces premières décennies de contact fut mutuellement bénéfique et harmonieuse, les intérêts des Européens et des Autochtones à ce moment-là étant alors largement compatibles. Tremblant de colère, l'étudiante m'affirma être outrée que j'eusse ainsi minimisé les souffrances que les siens avaient endurées des suites de l'arrivée de colons sur leur terre.
Elle en avait d'ailleurs assez, poursuivit-elle, que ce soit toujours des personnes blanches qui enseignent les cours concernant son peuple. Notre enseignement provenait, je parle du mien, notre enseignement provenait de livres écrits par d'autres personnes blanches. Il était temps que les savoirs autochtones transmis par voie orale par les aînés aux générations plus jeunes depuis des millénaires soient tout autant valorisés à l'université. Consciente pour ma part de l'urgence de remettre en question mon privilège colonial d'anthropologue blanche ayant historiquement bénéficié d'un droit exclusif d'étudier les Autochtones et de parler en leur nom, surtout en contexte canadien ou américain, je répondis à l'étudiante que je comprenais sa colère et sa remise en question de ma légitimité comme enseignante. Certes, le syllabus de mon cours comprenait des textes et des conférences d'invités de chercheurs autochtones. Mais il demeurait que c'était encore une fois une blanche, diplômée d'une université blanche, soit le HESS à Paris, qui enseignait le cours d'anthropologie concernant les Autochtones des Amériques. Des temps un peu plus détendus, l'étudiante me demanda ce que j'avais prévu pour la séance où j'aborderais la politique des pensionnats indiens au Canada. Je lui expliquais que je comptais donner voix aux survivants des pensionnats, parce qu'on était en plein travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, et donc il commençait à y avoir sur YouTube des clips de ces témoignages prononcés dans les événements de la CVR canadienne. Mais mais bien sûr, je lui ai dit, je vais d'abord expliquer au reste de la classe comment les représentations de ces institutions avaient évolué avec le temps dans les travaux en sciences sociales, parce que pendant longtemps, en fait, les pensionnats ont été dépeints et représentés comme des institutions bienveillantes. On enseignait aux enfants la culture, les langues européennes pour ensuite plus facilement qu'ils puissent plus facilement s'intégrer à la société canadienne. L'étudiante me confia alors être elle-même une survivante des pensionnats, ayant fréquenté un des pensionnats qui n'avait fermé ses portes qu'en 1996, donc le dernier qui a fermé ses portes, le pensionnat Gordon de Punitchi, en Saskatchewan. Elle me dit alors « J'aimerais témoigner de mon expérience aux étudiants ». J'accueillis bien sûr cette proposition avec enthousiasme, heureuse de pouvoir ainsi valoriser son expertise, mais ça tout en précisant qu'elle ne devait en rien se sentir obligée de se faire. Et pourquoi j'étais précautionneuse? C'est parce que c'était pas ma première aventure dans le domaine. Et j'étais donc consciente de la lourdeur que pouvait représenter la responsabilité injustement attribuée aux quelques étudiants et professeurs autochtones sur nos campus de nous éduquer, nous, les non-autochtones, concernant leur réalité. Donc, de leur donner le travail de nous éduquer parce que l'État ne l'a pas fait. Comme je l'ai dit à la dernière séance, moi, je suis allée à l'école, j'ai pratiquement pas entendu parler des Autochtones et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire quand la Commission Vérité et Réconciliation au Canada a commencé ses travaux que j'ai réalisé beaucoup de choses. Je connaissais par ailleurs, pour avoir travaillé pendant longtemps dans le domaine, à la fois comme intervenante psychosociale puis ensuite comme doctorante auprès de survivants de génocide, en faisant des recherches auprès de survivants de génocide au Guatemala, je connaissais par ailleurs les preuves émotionnelles et sociales que pouvait constituer le témoignage public d'expériences de violence politique ou systémique. Enfin, j'étais alerte aux effets pervers de la présentation de témoignages de victimes des pensionnats. Ça commençait à circuler une critique de ça. Au lieu d'amener les étudiants à admettre la vérité du colonialisme au Canada, ces récits pouvaient plutôt renforcer le mythe de l'infériorité culturelle et intellectuelle des peuples autochtones en mettant l'accent sur les services vécus et leurs séquelles, taux élevés d'alcoolisme, taux élevés de violences familiales, suicides, etc. Donc, durant les semaines précédant la séance du cours sur la politique des pensionnats, je discutais de toutes ces considérations avec l'étudiante. Cette dernière choisit tout de même de poursuivre son idée et vint le jour J avec son fils qu'elle nous présenta comme un survivant intergénérationnel des pensionnats. Elle nous décrit l'émotion dans la voix, la violence d'une éducation vouée à détruire son identité et sa culture cri, ce qui était sa nation autochtone, les cris, violence qui de surcroît elle finit par inconsciemment infliger à son propre fils, déplora-t-elle en pleurant. Toutefois, elle nous raconta aussi avec fierté comment elle en était venue à se réapproprier les savoirs traditionnels de son peuple grâce aux enseignements d'aînés de sa communauté d'origine. Elle avait d'ailleurs tout récemment participé, nous confia-t-elle, à sa toute première danse du soleil en Saskatchewan. Dans leurs évaluations de cours, mes étudiants furent unanimes que c'était l'apogée du cours et que c'était leur séance favorite.
Alors, pour en revenir à la question épineuse, est-ce que les profs blancs ou blanches ont quelque chose à contribuer à la décolonisation des universités? Tout comme Sally Matthews, du texte que je vous ai cité jusqu'à maintenant, je suis d'avis effectivement qu'on doit essayer de le faire, mais qu'il faut, ce faisant, reconnaître l'ambivalence fondamentale dans laquelle ça va nous positionner. Les personnes blanches devraient essayer de le faire, mais donc sans présumer de leur capacité ou de leur droit de se faire. Donc, il faut d'abord prendre pour acquis qu'on va se tromper, qu'on va faire des gaffes, qu'on va faire des faux pas, et il faut juste vivre avec ça. Il n'y a pas de recette. Alors, ce cours-là, dans les prochaines séances, si vous vous attendiez à une recette, je suis très déçue, je suis très navrée de vous apprendre que vous allez être déçus. Et il ne faut pas non plus présumer, bien sûr, de notre droit de se faire. C'est pas à nous à décider de décoloniser quelque chose. Il faut que la demande vienne de la base. Donc, nous devrions essayer de le faire. Pourquoi? Ben parce que se retirer complètement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est comme dire, ben, OK, ça me concerne pas, ça vous revient, les Autochtones, à vous de nous éduquer, à vous de faire le travail de démanteler tout l'eurocentrisme qui existe à l'université. C'est une tâche immense, c'est une tâche très lourde. C'est bien sûr complètement injuste d'exiger ça de nos collègues autochtones ou noirs. Par ailleurs, étant donné la surreprésentation actuellement des personnes blanches dans l'université, surreprésentation qui ne va pas changer d'ici demain, ni la semaine prochaine, ni dans quelques années, ben c'est sûr qu'on a un rôle à jouer, qu'on le veuille ou non. Mais ce faisant, nous devrions demeurer vigilants par rapport à nos propres motivations de participer à ce projet. Est-ce que nos intentions sont sincères? Sommes-nous vraiment prêts à remettre en question nos privilèges, voire à les perdre, pour céder le terrain à nos collègues et étudiants autochtones ou noirs? En tant qu'universitaires blancs ou blanches, nous devons être conscients qu'il y aura toujours quelque chose de suspicieux, d'ambivalent, aux yeux de nos étudiants et de nos collègues noirs ou autochtones, par rapport à notre engagement comme personnes blanches dans les luttes décoloniales. En tant qu'enseignants blancs ou blanches, nous devons reconnaître et travailler avec cette ambivalence plutôt que d'essayer de l'occulter ou de la nier. Reconnaître le caractère répréhensible du colonialisme en tant que blancs ou blanches implique reconnaître notre complicité avec ce projet de domination, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, cette complicité, bien sûr, il y a plein de gens qui vont me dire « mais madame, parce que là, je suis habituée d'enseigner à des plus jeunes que moi, mais oui, mais professeur Van Teun, tu sais, j'ai pas voulu, moi, que les colons arrivent et prennent les terres des Autochtones. D'accord, mais en ce moment, tu vis sur un territoire, ça c'est quand j'enseigne dans le contexte canadien, qui a été non cédé et t'en es, de leur point de vue, un occupant. Donc, tu es complice, que tu le veuilles ou non. Or, il y a quelque chose de nécessairement ambivalent, vous l'avouerez, d'être à la fois complice du colonialisme et défenseur avoué de la décolonisation. La décolonisation doit nécessairement démanteler certains des avantages dont les personnes blanches ont fini par bénéficier. Or, si les personnes blanches peuvent reconnaître le bien fondé de la décolonisation, elles ne peuvent certainement pas célébrer sans ambiguïté la perte de leur confort, de leur centralité et de leurs privilèges. Selon un spécialiste en études critiques de la race, Leon Mousavi, les universitaires des pays du Nord tenteraient souvent d'échapper à cette position délicate en participant de façon véhémente au débat sur la décolonisation. C'est eux qui vont être les plus énergiques, parler le plus fort, bref, ils vont dominer l'espace. Cherchant désespérément à demeurer pertinents, ces universitaires du Nord s'appropriaient les idées de leurs collègues du Sud, les marginalisant à nouveau tout en se recentrant eux-mêmes. C'est pourquoi ils demandent aux universitaires du Nord de s'écarter plutôt que de prendre plus de place qu'ils ne le méritent. Comme le remarque Sally Matthews, bien que le Leon Mousavi fait ici référence aux universitaires du Nord versus les universitaires du Sud, ces réflexions s'appliquent aux universitaires blancs versus aux universitaires racisés. Pour demeurer conséquents par rapport à la lutte décoloniale dans laquelle ils ou elles se sont engagés, les universitaires blancs ou blanches doivent y participer d'une manière où ils ne prendront pas trop de place. Pour vous donner un penchant canadien à cette question, une remarque que fait une de nos, je dirais, stars de la décolonialité au Canada, Leanne Beta Samosake Simpson, qui est à la fois écrivaine très prolifique. Je sais que
plusieurs de ses livres ont été traduits et publiés en français, sont disponibles à la librairie ici, mais qui est en fait qui a d'abord évolué dans le milieu universitaire, puis qui ensuite qui a décidé que l'université n'était pas un bon endroit pour elle, mais qui a un doctorat en études autochtones et qui donne souvent des conférences. Et bien, dans ces conférences, souvent, elle va déplorer le fait en fait, dans une entrevue, une fois, elle disait qu'elle déplorait le fait que souvent, qu'à la fin de ces conférences, qui portent en général sur la résurgence autochtone, sur les manières dont son peuple, les Anishinaabeg, sont en train de se décoloniser, de valoriser leurs différences, de se réapproprier l'espace dont ils ont été exclus jusqu'alors, etc., que tout de suite après ces conférences-là, il y a toujours une personne blanche qui lui demande « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Blancs ou Blanches, pour aider vos projets de ressurgence? » Comme l'explique Simpson, ce genre de question est en fait très problématique qu'elle a pour effet, après une conférence sur les Autochtones, donnée par une Autochtone, à l'université, soit un milieu dont son peuple a historiquement été exclu, de recentrer l'attention sur les personnes blanches. Ce qu'on devrait plutôt faire comme personnes blanches voulant soutenir un mouvement de décolonisation universitaire est de se décentrer, voire de se taire, pour écouter cette parole historiquement exclue en train d'enfin s'exprimer. En d'autres mots, on devrait développer l'habitude de ne prendre la parole dans ces luttes que lorsque nos collègues noirs ou autochtones nous demandent de le faire. Une autre source de scepticisme avec laquelle j'avais commencé à problématiser le rôle des Blancs dans la décolonisation de l'université, et j'y reviens donc, c'est mais est-ce qu'on est là pour retrouver notre innocence? Est-ce qu'on est en train de s'investir parce qu'on essaie de soulager nos sentiments de culpabilité par rapport aux méfaits du colonialisme, mais ce sans renoncer à nos privilèges, notre pouvoir ou les terres autochtones, dans mon cas, que nous occupons dans le contexte canadien qui est le mien? En participant activement à la décolonisation des cursus universitaires, les universitaires blancs et blanches trouvent ainsi les moyens parfois de se distancier du colonialisme et du racisme qui perdurent sur leur campus et de ce fait de se présenter comme des sujets rachetés, plus coloniaux, plus racistes, dont la présence ou les travaux sur le sujet devraient alors être bien accueillis par leurs collègues noirs ou autochtones. De cette manière, ils se protègent de la critique et de leur perte éventuelle de prestige et de privilèges que la décolonisation des cursus pourrait entraîner pour eux et elles. Dès lors, surgère pour sa part Sally Matthews, le véritable test pour les enseignants et enseignantes blancs et blanches est peut-être de savoir s'ils sont prêts à s'engager dans un processus de décolonisation qui n'aboutirait à aucune confirmation de leur pertinence dans le domaine ou dans d'autres domaines. Dans ses travaux, la spécialiste, pour terminer sur le sujet, une autre spécialiste de ces questions, Sarah Ahmed, insiste sur le fait que le problème du racisme comme du colonialisme est persistant et que les personnes blanches doivent dès lors prendre conscience à la fois de sa ténacité et du fait qu'ils y sont mêlés durablement, plutôt que d'essayer trop vite de dépasser rapidement toute accusation de racisme afin de se représenter comme étant innocents, du bon côté, comme de bonnes personnes blanches qui contribuent aux initiatives de décolonisation de leur campus. Alors ça, c'était pour le premier enjeu. Là, je vais prendre une petite gorgée avant d'aborder le deuxième. Qui n'est pas vraiment plus simple, parce qu'il concerne en fait encore les Blancs. Donc, vous me direz, ben alors, probablement c'est plus facile, c'est plus simple et c'est en fait ce dans quoi se sont engagés les universités. Ben, c'est pas plus simple, mais justice sera faite quand il y aura plus de professeurs autochtones, de professeurs noirs dans les universités, plus d'étudiants autochtones, plus d'étudiants noirs. Mais à partir du moment où on ouvre les portes et qu'on veut encourager et qu'on commence à pratiquer de la discrimination positive, c'est-à-dire à offrir des financements qui sont réservés aux étudiants autochtones, à offrir des postes qui sont réservés aux professeurs autochtones, bien, on se retrouve avec un phénomène assez ironique, mais détestable, qui est la fraude ethnique, appelée fraude ethnique, identity theft, le vol d'identité, etc., etc. Donc, là maintenant, je vais vous parler de ce phénomène d'auto-autochtonisation et fraude identitaire qui est en train de faire les manchettes au Canada, mais de plus en plus, mais ça fait aussi depuis un moment les manchettes aux États-Unis, en Australie, etc. Donc oui,
Quelqu'un s'auto-identifiant comme autochtone dans le contexte canadien, par exemple, est-il nécessairement mieux placé pour porter le projet de la décolonisation des universités? A priori, la réponse est oui. Mais ce qui est important de réaliser est que s'auto-identifier comme autochtone ne suffit pas aux yeux des acteurs autochtones portant le projet de la décolonisation des universités canadiennes. Il faut aussi que la personne s'auto-identifiant comme autochtone soit reconnue comme telle par la nation dont elle se réclame être membre. Pourquoi ce critère? Parce que, a priori, on se dirait, ben, voyons, décoloniser les identités, ça passe pas par redonner le pouvoir aux personnes de décider qui elles sont, de s'identifier dans l'espace public comme elles ont envie de s'identifier. Par exemple, tout le mouvement gay, une de leurs luttes, ça n'a pas été de dire, ben, le genre, c'est à nous de décider si on est un homme, une femme, ou si on est non-binaire, ou si on est X ou Y. Donc, on pourrait dire, selon cette logique, on devrait laisser le choix à la personne de s'identifier ou non comme autochtone. Oui, mais non. Et voilà pourquoi. Dans le contexte de l'auto-identification de soi comme autochtone, tel qu'il est effectué par des personnes blanches, le problème, c'est qu'il est fait pour bénéficier des privilèges que cette identité aujourd'hui confère, des suites de l'adoption de certaines mesures de réparation, comme les programmes de discrimination positive que je viens de nommer, des bourses réservées aux étudiants autochtones, des postes réservés aux employés autochtones, etc. Ce phénomène qui est appelé auto-ethnonisation, fraude ethnique, selon ceux et celles qui le critiquent, est de plus en plus répandu au sein des universités canadiennes, américaines et australiennes depuis que ces dernières se sont formellement engagées à se décoloniser. Au Canada, le phénomène de l'auto-autochtonisation dans la société plus large a entre autres été étudié par le sociologue Daryl Leroux dans un ouvrage qui va bientôt sortir en français. Moi, j'ai le titre ici en anglais, mais je vais le lire. « Ascendance détournée, quand les Blancs revendiquent une identité autochtone ». Leroux définit l'auto-autochtonisation comme la soudaine revendication d'une idée autochtone en évoquant des liens ténus. Cette pratique serait particulièrement forte, selon ses recherches, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, donc des provinces qui sont à l'est du Canada, là où il y a beaucoup moins de population autochtone qu'à l'ouest du Canada, où il y en a beaucoup plus. Où de nombreuses personnes blanches se seraient récemment auto-identifiées comme étant métisses, qui est officiellement une des nations reconnues, nations autochtones reconnues au Canada. Alors, d'où vient ce phénomène? Bien, il découle de différents facteurs, à la fois du développement fulgurant de l'industrie de la généalogie. Alors, je ne sais pas si vous avez des gens dans votre entourage, mais moi, je sais que c'est devenu comme un passe-temps, surtout beaucoup plus accessible avec l'Internet, etc., d'aller de se questionner, bon, qui était mon ancêtre? Et bien sûr, c'est une passion au Québec de savoir jusqu'où remonte l'ancêtre français ou l'ancêtre écossais ou l'ancêtre... Bon, moi, c'est plutôt banal, ça remonte juste à une génération. Au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Donc, en fait, chez les personnes blanches, mais principalement francophones, qui se seraient récemment identifiées comme des métisses. Alors, ça découle donc du développement fulgurant de l'industrie de la généalogie, mais aussi des nouveaux tests d'ancestralité génétique. Donc, maintenant, on peut envoyer son ADN, on a une petite goutte de sang, on envoie ça par la poste, on nous revient et on nous annonce que, notre ADN, selon notre profil génétique, ben, on a peut-être 100%, ou ben, pas par 100%, souvent c'est moins que ça, mais on a quelque part du sang autochtone, de l'ADN autochtone. Alors, il y a ça. L'autre facteur, c'est la méconnaissance de l'histoire du peuple officiellement reconnu comme étant métis au Canada et sa reconnaissance officielle comme peuple autochtone bénéficiant de droits ancestraux et territoriaux. Donc, soudainement, on a reconnu les Métis comme étant un peuple autochtone et ça veut dire que constitutionnellement, on leur reconnaît des droits supplémentaires à ceux qu'ont les citoyens canadiens. Et donc, c'est pour ça que ça devient soudainement intéressant de s'identifier Métis. Par exemple, des droits de chasse et pêche supplémentaires par rapport à ceux dont bénéficient les citoyens ordinaires que je suis. Et l'autre, c'est l'ambiguïté. L'autre facteur qui joue, c'est bien sûr l'ambiguïté en français de l'usage du terme métis ou métissage. Quand je vous dis métis ou métissage dans un contexte français, je sais très bien que vous avez en l'idée, ben ouais, deux races qui se sont mêlées puis ça a métissé.
Mais dans le contexte canadien, pour faire une histoire courte, les Métis, avec un grand M, sont un peuple de chasseurs de bisons ayant émergé au 18e siècle autour de Winnipeg. Je suis désolée, j'ai pas amené de carte, mais c'est comme au milieu du Canada. Et de la rivière Rouge au Canada, donc loin des provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. L'histoire des Métis, contrairement au sens commun, ne peut être réduite à leur génétique. C'est pas juste une histoire que des Blancs se sont mêlés à des femmes autochtones. Comme le soutient le sociologue Inou Pierrot-Ross-Tremblay, c'est plutôt le récit d'une variété de peuples autochtones qui se sont unis, qui ont développé des liens diplomatiques jusqu'à constituer un peuple. Donc, on parle réellement d'ethnogénèse du peuple métis. Or, en se réclamant d'un ancêtre autochtone remontant à plusieurs générations, donc souvent ça remonte jusqu'à 350 ans, par le biais de recherches généalogiques ou de tests génétiques d'ancestralité, un nombre croissant de personnes blanches des provinces de l'Est du Canada en sont venues à se déclarer être métis, soit des descendants d'un très, très lointain ancêtre ancêtre autochtone et de nombreux ancêtres blancs ou blanches. Alors, le problème de l'identification de soi comme métis, et donc autochtone dans le contexte, quand on ne l'est pas, et qu'on recolonise ainsi les espaces récemment conquis par les Premières Nations. La problématique devient particulièrement préoccupante lorsque des groupes organisés de métis sont en train d'essayer de prouver aux tribunaux au Canada qu'ils sont effectivement métis avec un grand M et qui revendiquent des droits territoriaux au détriment même des nations autochtones déjà présentes sur le territoire. Donc, il y a des cas de nations métisses dans l'Est du Québec, par exemple, qui se battent dans les tribunaux et qui nient aux Mi'kmaq qui sont sur ce territoire-là, qui sont depuis longtemps en train d'essayer de faire reconnaître leurs droits territoriaux, qui leur disent, ben non, vous êtes moins autochtones que nous, surtout que vous êtes allés au pensionnat, vous avez arrêté de pratiquer votre langue, pratiquer votre culture, alors que nous, on a continué à chasser comme chassaient nos ancêtres. Ce phénomène d'auto-autochtonisation n'a pas épargné les universités. On a constaté une augmentation importante du nombre de professeurs se disant métis ces dernières années dans la mouvance de l'autochtonisation des universités au Canada, passant d'aucun professeur dans l'Est du Canada en 2006 à 70 en 2016. Des étudiants et étudiantes auraient aussi réussi à mettre la main sur des bourses destinées aux Autochtones en se déclarant être métis. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Bien sûr, les administrateurs se cassent la tête, et j'en suis une, parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu des étudiants autochtones qui sont venus dans mon bureau pour me dire, Karine, le prof qui enseigne tel cours, ça s'identifie comme venant de telle nation, qui est, mettons, de Kitigan-Zibi, qui est la nation voisine de l'université, en fait, la nation sur le territoire duquel se trouve mon université, mais personne ne la connaît dans la communauté. Cette personne-là, elle n'est pas reconnue comme membre de la communauté, mais là, elle est en train de dire qu'elle est de cette communauté-là, et elle se donne en disant ça, l'autorité de parler au nom de notre communauté, de décrire des savoirs, en fait, de nous décrire des modes d'aide, des modes de fonctionner qui, selon elle, représentent la communauté, mais c'est pas du tout le cas. Donc, le problème dans le milieu universitaire, c'est que c'est pas juste qu'on a obtenu un poste, par exemple, qui était réservé aux Autochtones, c'est qu'ensuite, on se donne l'autorité d'enseigner les savoirs autochtones, mais sans avoir du tout la légitimité pour le faire, sans avoir acquis le savoir dont on se réclame être l'expert, selon les protocoles reconnus par la nation de laquelle on se réclame. Donc, dans un contexte où les universités essaient de se réconcilier avec les nations, surtout celles des territoires sur lesquels elles se trouvent, c'est très important dans ce contexte-là pour vraiment, je dirais, trouver une solution à ce problème, de d'abord entrer en relation avec ces communautés, c'est de là que part la base, mais vraiment de se placer, de s'assurer qu'elles sont à quelque part impliquées dans la sélection de ceux et celles qui vont venir obtenir une bourse, ou qui vont avoir un poste. En fait, c'est la position des associations de profs autochtones
aux États-Unis. C'est aussi la position, c'est la demande de plusieurs profs autochtones et de communautés autochtones. Et c'est la position qui a pris, par exemple, récemment à mon université. Maintenant, quand on affiche un poste pour réserver à un prof autochtone, on va demander, en plus des lettres de référence habituelles, une lettre de référence provenant de sa communauté pour attester de l'identité dont la personne se réclame. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Comment s'assurer donc de l'authenticité de l'affiliation d'un étudiant ou d'une collègue se déclarant autochtone sans renforcer les barrières qu'on tente d'abattre? Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas non plus devenir des polices de l'identité, hein, parce que pendant longtemps, l'État était celui qui décidait qui était indien, qui n'était pas indien. Et une des processus de décolonisation au Canada, ça a été de redonner aux nations autochtones l'autorité de décider qui faisait ou non partie de leur communauté. Mais comme l'a expliqué une collègue Anishinaabe de la nation du territoire qu'occupe mon université au Canada, soit Kitigan-Zibi, et cette collègue s'appelle Mona Toli, s'identifier comme autochtone implique l'idée de réciprocité. Ah oui, ben ça, j'ai oublié de montrer, mais oui, bon, je vous disais que ça faisait les manchettes. Ça, c'était récemment justement la communauté, le chef de Kitigan-Zibi, qui est la communauté juste à côté de mon université, qui disait que ce problème, c'est qu'il y a des gens qui se donnent l'autorité de parler au nom de sa communauté, alors qu'ils en sont même pas issus. Donc, comme elle me l'expliquait, Mona Toli, s'identifier comme autochtone implique l'idée de réciprocité. Être autochtone n'implique pas seulement des droits, donc le droit à une bourse, le droit à un financement particulier, le droit à un poste réservé à un autochtone. Elle implique également des responsabilités. Que fait cette personne pour la nation autochtone dont elle se réclame être membre? Et c'est ça l'idée d'aller demander une référence, c'est de dire cette personne se réclame être de votre communauté, puis juste confirmer oui ou non. Parce que pour cette communauté-là, ça va être une manière de dire, ben oui, cette personne-là, elle fait partie de nous, elle nous représente. On est d'accord qu'elle vienne enseigner à l'université en tant que membre de notre nation, représentant nos intérêts, nos aspirations, nos idées, nos savoirs. Donc, de plus en plus, les universités sont en train de développer des protocoles, justement, autour de cette question, mais c'est sûr que ça reste une question extrêmement délicate parce que, par exemple, ce cas dont je vous ai parlé, de cette étudiante qui est venue me voir puis se plaindre que la prof en question se réclamait d'être de Kitigan-Zibi, mais elle l'était pas du tout, selon elle, parce qu'elle avait vérifié, elle-même n'était pas de Kitigan-Zibi, mais elle avait vérifié avec ses amis venant de la communauté, puis elle n'était pas sur le registre des membres. Et donc, quand elle a poussé la prof pour savoir pourquoi elle s'identifiait de Kitigan-Zibi alors que personne la connaissait dans la communauté, la prof en question a dit, en fait, non, je suis actuellement pas une membre reconnue, mais de droit, je devrais l'être. Parce qu'en fait, mon père a été adopté de force par une famille blanche et c'est ainsi que j'ai perdu le contact avec ma communauté, que les enseignements de ma communauté n'ont pas été transmis à mon père et donc ne m'ont pas été transmis. Et moi-même, je suis dans un processus donc de réappropriation identitaire, de recouvrement de ma culture, du savoir traditionnel de ma communauté, etc. Alors, c'est sûr que ça nous place dans des situations extrêmement délicates. Et encore là, ce qui nous a permis, dans ce cas particulier, de trancher la question, ça a été de voir justement, de parler avec les gens de la communauté pour un peu vérifier s'il y avait une once, si selon eux, cette histoire tenait la route, et donc si selon eux, il y avait lieu qu'ils réadoptent cette personne-là dans leur communauté. Donc, tout ça pour dire que c'est sûr qu'on ne peut pas attribuer des règles fixes et tranchées. Ça demande... se décoloniser, c'est extrêmement complexe. C'est vraiment du cas par cas et il faut y aller avec extrêmement délicatesse